Pourquoi le Texas pourrait voter démocrate en 2024? Ah, honnêtement, je comprends que le thème de la vidéo puisse vous laisser circonspect. Parce que quand on pense au Texas, on pense tout de suite fief républicain. Et à raison. La première image qui vous est peut-être venue à l'esprit, c'est sans doute la famille Bush. En effet, les 41e et 43e présidents des États-Unis ont ancré leur carrière politique dans cet État. George Bush père, en étant élu représentant du 7e district du Texas entre 67 et 71, et George Bush fils, en étant élu gouverneur de l'État de 95 à 2000. Mais le Texas, c'est aussi un État qui a élu lors des 7 derniers scrutins un gouverneur républicain. C'est-à-dire que le parti dirige l'État sans discontinuer depuis bientôt 30 ans. Un État dont les 2 sénateurs sont actuellement des élus républicains. Et enfin, un État dont 64% des représentants à la Chambre sont des élus républicains. Alors, comment diable le Texas pourrait-il voter démocrate d'ici 3 ans? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Statistiques politiques. Le Texas, c'est un État très particulier sur l'échiquier politique américain. Vous le voyez sur cette carte, avec près de 30 millions d'habitants, il s'agit du 2e État le plus peuplé du pays. En conséquence, avec 36 représentants, c'est l'État qui envoie le plus de députés au Parlement derrière la Californie. Mais surtout, dans la perspective de l'élection présidentielle, l'État envoie 40 grands électeurs au collège électoral chargé d'élire le président, soit 7% du corps électoral à lui tout seul. Pas rien. Mais ce qui rend le Texas si particulier, c'est sa couleur politique. En effet, parmi les plus gros États américains, le Texas est le seul fief républicain de la liste. La Californie et New York, ce sont des fiefs démocrates. Quant à la Floride, elle est généralement considérée comme un swing state, votant parfois démocrate, parfois républicain. Aussi, si le Texas devait basculer démocrate, les chances pour les républicains de remporter la présidentielle seraient quasiment réduites à néant. On comprend donc pourquoi il est vital pour le parti de Donald Trump de conserver cet État. Voyons les éléments qui donnent des sueurs froides aux républicains. Arrêtons-nous pour commencer sur l'évolution des résultats de l'élection présidentielle au Texas entre 2000 et 2020. Ce graphique nous montre clairement la progression des candidats démocrates au détriment des candidats républicains. En effet, en 2000, George Bush rassemblait un peu moins de 60% des suffrages sur son nom, quand Donald Trump, en 2020, n'en rassemblait que 52%. Dans le même temps, les candidats démocrates sont passés de 38% en 2000 à près de 47% en 2020. C'est encore plus visible sur ce graphique qui met en avant l'écart entre les 2 candidats pour chaque présidentielle. La tendance est claire et nette, l'écart entre républicains et démocrates n'en finit pas de se réduire élection après élection. Comment expliquer cette progression de la gauche au Texas? Pour répondre à cette question, arrêtons-nous sur des résultats plus détaillés. Commençons par comparer la carte des résultats pour chaque comté pour les présidentielles de 2000 et de 2020. Et si on regarde les comtés au centre de l'État qui ont basculé démocrate, on constate qu'il s'agit uniquement des cantons incluant des métropoles, San Antonio, Houston, Dallas, Fort Worth et Austin. Alors, analysons le détail des résultats pour chacun de ces 5 cantons urbains. Ici, à Austin, l'évolution est frappante. En 20 ans, les démocrates ont progressé de 30%, passant de 42 à 72%. Mais fait intéressant aussi, dans le même temps, le Grand Austin, c'est-à-dire Austin et sa banlieue, a gagné 1 million d'habitants, passant d'1 250 000 habitants en l'an 2000 à 2 250 000 habitants en 2020. Et le constat est exactement le même pour chacune des grandes métropoles texanes. Que ce soit Dallas, que ce soit Fort Worth, que ce soit Houston ou encore San Antonio, on a le même phénomène. Augmentation des démocrates, augmentation de la population. Alors, comment expliquer cette évolution? Déjà, on vient de le dire, l'augmentation du vote démocrate est parallèle à la croissance démographique des métropoles texanes. Et depuis 2000, la population de ces métropoles a explosé suite à l'arrivée massive
d'une population diplômée fuyant l'augmentation du coût de la vie dans certains États, comme la Californie par exemple, dont les habitants, rappelons-le, votent majoritairement démocrates. Alors, d'ailleurs, pour vous donner un chiffre, depuis 2008, plus de 700 000 Californiens ont rejoint le Texas. On peut noter un autre phénomène démographique qui a également pu jouer dans une mesure plus modeste, c'est que depuis le début des années 80, la désindustrialisation des grandes villes du Nord a poussé des millions de familles afro-américaines à partir s'installer dans les métropoles du Sud, emportant là encore avec eux leur tradition électorale. On peut rappeler que près de 90% des électeurs afro-américains votent démocrate. Rappelons également que les gens votent en général pour ce dont ils ont besoin. Et sur ce plan, le programme du Parti démocrate cadre bien avec les problématiques vécues par les habitants des métropoles. Par exemple, les politiques écologistes mises en avant par les démocrates résonnent dans les villes où les habitants sont les premiers concernés par les pics de pollution et la qualité de l'air. Les politiques de santé publique, comme l'Obamacare, sont appréciées par l'électorat urbain sensible aux questions de santé. La crise du Covid l'a bien montré, la concentration de personnes dans un espace restreint, ainsi que la pollution, font que les villes sont les premières touchées par les épidémies et les maladies en tout genre. On peut noter également que les villes concentrent une grande diversité ethnique. Elles sont par conséquent plus sensibles aux questions d'égalité, mais également bien moins réceptives aux questions migratoires mises en avant par les républicains. Et enfin, les villes attirant les personnes les plus diplômées, en général ouvertes sur le monde, sur la culture, sur les progrès sociaux, il est cohérent que les politiques culturelles et libérales des démocrates y trouvent un écho favorable. D'ailleurs, on peut appuyer ce constat en notant que 5 des 6 maires des plus grosses métropoles texanes sont des élus démocrates. Notons également que la population des 6 plus grandes métropoles, donc banlieues incluses, représente aujourd'hui 71% de la population de l'État. On comprend ainsi mieux la progression des démocrates au Texas. Et au vu de ces dynamiques, l'avenir semble radieux pour les démocrates texans. Enfin, leur État va finir par basculer démocrate et asséner un coup fatal aux républicains pour les élections présidentielles futures. Seulement, les résultats de la présidentielle de 2020 au Texas ont fait l'effet d'une douche froide pour les démocrates. Un phénomène électoral fascinant a pu être observé lors de l'élection présidentielle de 2020 au Texas. Cette carte représente l'évolution du vote par comté entre 2016 et 2020. En bleu, il s'agit des comtés où les démocrates ont progressé, et en rouge, les comtés où Donald Trump a progressé. Et regardez cette bande rouge qui court tout le long de la frontière avec le Mexique. Alors, en plus, ce qui est intéressant, je vous montre une autre carte, c'est que habituellement, le sud du Texas, c'est un fief démocrate. C'est une terre qui vote fortement démocrate. Or, cette année, c'est précisément dans ces comtés que le vote Trump y a fait une importante percée. En seulement 4 ans, le républicain progresse dans tous les comtés frontaliers avec parfois des scores en augmentation de plus de 50%. Alors, comment expliquer cette surprenante évolution? Un excellent article du Texas Tribune faisait ressortir, à travers l'interview de quelques électeurs, certaines raisons qui ont poussé de fidèles partisans démocrates à voter pour Donald Trump en 2020. Arrêtons-nous sur 3 d'entre elles. Le premier point qui les a poussés à voter Trump, c'est la crainte des politiques engagées par les démocrates en faveur des énergies renouvelables. Il faut savoir que le Texas est l'un des plus gros producteurs d'énergie des États-Unis, que ce soit le pétrole, le gaz naturel ou le gaz de schiste. Cette industrie, elle pourvoit des centaines de milliers d'emplois, notamment dans le sud de l'État. Ainsi, beaucoup d'électeurs ont préféré voter pour Trump par crainte de voir leur emploi et leur secteur d'activité disparaître en cas d'élection de Joe Biden. Une deuxième raison, c'est la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique. Il faut savoir que dans cette région frontalière avec le Mexique, la patrouille frontalière des États-Unis emploie des dizaines de milliers d'habitants. Alors, même si le mur frontalier avec le Mexique voulu par Trump est assez décrié par ses opposants, il s'avère que les agents de la patrouille frontalière en sont assez satisfaits, estimant qu'ils les aident à faire leur travail. Ils se sentent donc naturellement poussés à voter pour le candidat républicain,
afin que les travaux de construction du mur se poursuivent, mais également car ils ont le sentiment d'avoir été compris et soutenus dans leurs difficultés quotidiennes. Et enfin, une troisième raison pour expliquer le vote Trump dans le Sud, c'est le sentiment d'abandon des Hispaniques. Pour cette partie, je vais citer l'historien Geraldo Cadeva qui résume bien la situation. Il dit « Durant la présidentielle de 2020, Biden a concentré sa campagne sur les mécontents et les électeurs noirs. Ce pari a été une réussite pour Biden à bien des égards. Mais je pense juste qu'en conséquence, il n'a fait des Latinos une priorité que bien plus tard dans sa campagne, et ils lui ont fait payer dans les urnes. Pour appuyer cette idée, il est intéressant de voir que la carte des comtés où Trump a progressé, elle colle parfaitement avec la carte des comtés comptant la plus forte proportion d'hispaniques. Alors, pour conclure, quel avenir électoral pour le Texas? On l'a vu au cours de cette vidéo, tant les démocrates que les républicains ont progressé lors des dernières élections. Les démocrates ont gagné du terrain dans les métropoles et dans leurs banlieues, mais les républicains ont également gagné du terrain dans le sud Texas, dans les comtés également plus ruraux. Alors pour savoir dans quel camp basculera le Texas dans les années à venir, arrêtons-nous sur les dynamiques démographiques. Comparons les deux terres de croissance de chaque parti. Les comtés du Sud pour les républicains et les métropoles et leurs banlieues pour les démocrates. Et c'est assez clair sur les graphiques, la dynamique démographique est clairement à l'avantage des démocrates. La part de Texans vivant dans les métropoles est en hausse sur les 20 dernières années, alors qu'à l'inverse, le poids démographique des comtés du Sud est en légère baisse. Alors, est-ce que cela veut dire que le Texas va basculer démocrate dans les années à venir? Eh bien, c'est probable, même si, disons-le, les républicains vendront chèrement leur peau au Texas. Et puis, cela dépendra aussi du bilan de Biden et de la qualité des candidats en lice aux prochaines élections. Mais, au vu des dynamiques actuelles, oui, il y a de fortes chances pour que le Texas bascule démocrate, peut-être en 2024, peut-être en 2028. Mais est-ce que le basculement potentiel du Texas en faveur des démocrates signe la fin des républicains? Eh bien, pas forcément. Vous savez, une carte électorale, c'est un objet en constante évolution. Et ce que les républicains risquent de perdre dans le Sud, ils pourraient bien le reconquérir dans le Nord. Il n'y a qu'à voir la progression des républicains dans les anciens États industriels du Nord pour s'en convaincre. Aussi, les États-Unis sont loin de basculer définitivement dans un camp ou dans l'autre. Et au final, c'est pas plus mal. Car au fond, c'est comme ça qu'on les aime, les élections américaines, indécises et passionnées. Alors vivement 2024 pour pouvoir suivre à nouveau de passionnantes élections présidentielles. Merci à tous pour votre présence, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce et en vous abonnant. Et puis moi, ça m'aide à développer la chaîne. Alors je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et très bel été à tous.